maintenant, j'ai le plaisir d'appeler pour cette table ronde, cette fois-ci sur les défis de la quantité. Alors, Florent Cazzi, directeur général de Sénéo, Vincent Rocher, directeur général innovation, stratégie et environnement du SIAP, Patricia Pelou, directrice générale adjointe de l'atelier parisien d'urbanisme, Emmanuelle Lucas, directrice de l'action territoriale et de l'hydrologie de Seine-Grand-Lac, et puis Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, est retenu par ses obligations de maire, et donc Claire Beyeler prendra la parole donc, en son nom. Je crois que tu oublies Fanny Chauvière du CEDIF, sauf si je n'ai pas été attentif. Voilà, s'il vous plaît. C'est un oubli. Merci beaucoup. Donc voilà, on pourra échanger avec la salle autant que nécessaire. Donc le tableau a été brossé, donc je ne sais pas, c'est difficile visiblement. Monsieur Sauquet disait qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais les conséquences sont déjà là. Et Emmanuelle Lucas, vous êtes directrice de l'action territoriale et de l'hydrologie de Seine-Grand-Lac, donc vous avez un rôle majeur pour garantir à la Seine jusqu'à, je crois, 60% de son niveau l'été, à condition que les lacs se remplissent bien l'hiver. Hein, vous me le disiez, vous m'expliquiez ça. S'ils se remplissent à moins de 50%, on n'est pas certain de garantir tous les usages. Vous allez nous parler notamment des conflits d'usage qui, dès à présent, se produisent. Je vous laisse la parole pour nous dire comment vous, qui êtes non seulement un observateur attentif, mais un acteur de ces questions, anticipe un réchauffement et des dérèglements qui, vous allez nous le dire, sont déjà présents. Alors, justement, c'est intéressant d'intervenir juste après les résultats d'Explore 2, puisque Seine-Grand-Lac a vraiment une double mission. Une mission opérationnelle, avec des équipes qui exploitent les 4 grands lacs réservoirs, donc sur la Marne, sur la Seine et sur l'Aube et sur l'Yonne, et puis le dernier en date, le 5e ouvrage, le casier pilote de la Bassée. Je vais surtout revenir sur la gestion de ces ouvrages. Donc c'est une mission très opérationnelle, et effectivement, on va dire qu'on, grâce à cette gestion d'ouvrages, on est un peu la vigie de ce qui se passe aujourd'hui de façon concrète sur l'hydrologie et sur l'hydraulique de ces cours d'eau. Notre deuxième mission, c'est d'accompagner l'ensemble des maîtres d'ouvrage locaux du cycle de l'eau, du grand cycle principalement, dans leur mission justement de veille sur les différents cours d'eau, pas seulement sur les grands, mais aussi sur tous les affluents. Et en fait, pour accompagner les maîtres d'ouvrage, on a développé une expertise sur l'hydrologie et l'hydraulique, sur la connaissance en fait de ces cours d'eau. Et on utilise dans nos propres modèles, puisqu'on a des équipes de chercheurs en interne, nos propres modèles pour essayer de comprendre ce qui se passe, intégrer les résultats d'Explore 2 et surtout essayer de prévoir. Quand vous exploitez un ouvrage tel que les Grands Lacs, à l'échelle, parce qu'on est sur toute l'échelle du bassin Seine-Amont, il faut avoir cette vision globale. Et nous, on utilise effectivement l'ensemble de ces modèles. Et puis surtout, la prévision météo, qui est quand même un peu au cœur de tout aussi aujourd'hui, et la pluviométrie. Donc ce que nous, on vit, vraiment les équipes de Seine-Grand-Lac, depuis 5 ans, c'est comme un accélérateur et des images, en fait, finalement, de ce qui se passe en termes de changement climatique. On a alterné, et en fait, on le vit vraiment au cœur de notre organisation. C'est comme si chaque année, on accélérait et on augmentait le nombre de gestions de crises crues. C'est-à-dire que nous, on a une façon de dire que quand il ne se passe rien, on est en temps de paix. Donc le temps de paix n'existe plus. En fait, on est sans arrêt en train de vivre une année très pluvieuse. Donc je vous donne un exemple, 2022, année très sèche. Et c'était intéressant les résultats d'Explore 2, puisqu'ils disent qu'il y aura plus de débit potentiellement l'hiver. Mais nous, notre inquiétude, c'est que le cycle en fait, de fonctionnement des Grands Lacs, c'est un remplissage donc tout l'hiver, en fait, de novembre jusqu'à pratiquement juin. Donc ça commence vraiment en plein hiver. Et puis un soutien d'étiage qui commence de juillet à novembre. Déjà, la première chose qui s'est passée en 2022, c'est que, en fait, il n'y avait pas de pluie, mais pas de pluie l'hiver. Donc on a commencé à se dire, mais comment on remplit les Grands Lacs? Puisqu'en fait, vous
je vous l'avais dit, pour essayer, il faut se rendre compte que 70% de l'approvisionnement en eau potable de l'Île-de-France dépend du soutien d'étiage des Grands Lacs. Et ça aussi, c'est des données. Hein. Il y a plus de 2 milliards d'eau prélevée pour l'usage finalement de l'Île-de-France, tout usage confondu, dans les grands cours d'eau qui sont soutenus par ces Grands Lacs. C'est ça, alors qu'ailleurs, c'est puisé couramment dans les nappes phréatiques qui n'existent pas ou moins ou qui... Alors là, je parle de l'eau superficielle. Hein. L'eau superficielle sur l'Île-de-France. D'accord. Et en fait, du coup, ce cycle, ce qu'on observe depuis 2022, c'est déjà dans les années très sèches, cette année, c'est exactement la même chose. On commence le soutien d'étiage début juin. Donc au lieu qu'il dure 5 mois, il va durer 6-7 mois. En 2022, on a fini le soutien d'étiage le 15 décembre. Donc ça veut dire, alors que normalement, on est en train de remplir les lacs. Et en février 2023, normalement, on est à presque 50%, parce que normalement, novembre, décembre, janvier, février, il pleut. On n'avait même pas 30% de remplissage des lacs. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment une vulnérabilité. On l'avait commencé à l'étudier, déjà depuis 4 ans, en se disant, effectivement, on a regardé toutes les chronologies de pluie, et on s'est aperçu que 1921 était une année où il n'y avait pas eu de pluie du tout, l'hiver. Mais ça veut dire pas de pluie l'hiver, ça veut dire pas, justement, de remplissage des lacs. Et là, on a poussé les investigations, et on s'est rendu compte que tous les usages, si les lacs étaient remplis à 70%, je vais dire, on respire. Donc chaque année, quand on atteint au printemps 70%, on se dit c'est bon, au moins on pourra contenter tous les usages. Parce que les usages sur le bassin de la Seine-Amont, ce n'est pas que l'eau potable, c'est la centrale nucléaire de Nogent, qui là, je ne sais pas si vous avez vu, mais les débits à Pont-sur-Seine, cet été, il frôlait les 25-30 mètres cubes secondes. Là, il y a eu quelques pluies, on est remonté à 47, tout va bien. Mais la centrale nucléaire, effectivement, nous appelle régulièrement pour nous dire « continuez à faire votre soutien d'étiage ». Donc vous voyez l'enjeu, en fait, finalement de l'opérationnalité de ces ouvrages, mais aussi de leur vulnérabilité. Oui, vous citiez plusieurs études. Il y a vous faites une étude avec le BRGM et une avec l'OCDE qui estime à 2,4 milliards d'euros les conséquences d'une, je ne sais pas de quel phénomène, mais... En fait, de dommages directs en fait, d'une sécheresse sévère. En fait, à la suite de notre étude interne Seine-Grand Lac, la métropole du Grand Paris, la ville de Paris et Seine-Grand Lac ont commandité une étude à l'OCDE. Effectivement, parce que nous, on est des ingénieurs, donc on a besoin d'économistes pour évaluer les dommages directs socio-économiques en fait, sur l'Île-de-France. Et on a demandé à l'OCDE de faire une évaluation de l'impact d'une raréfaction de l'eau au niveau de l'Île-de-France. Il y a plusieurs enseignements très importants. Effectivement, ils ont évalué en tant qu'économistes qu'il y avait presque 2,5 milliards de dommages directs, mais je pense que c'est pas le direct et indirect, c'est pas le chiffre qu'il faut forcément, c'est pas ce qu'il faut forcément retenir de cette étude OCDE. C'est que les résultats de cette étude OCDE ont montré que le développement économique de l'Île-de-France, qui est quand même toujours vers l'avant, finalement allait accroître la vulnérabilité et donc diminuer notre résilience. Ça veut dire qu'il faut encore aller plus vite sur des plans de gestion de la ressource et surtout anticiper en fait les crises. Anticiper les crises, ça veut dire qu'avec l'étude OCDE, la ville de Paris est repartie, la métropole du Grand Paris et Seine-Grand Lac est repartie avec les résultats de cette étude en disant finalement, en tant que maître d'ouvrage, collectivité, responsable du collectif, quel plan d'action je peux mettre en place en temps de paix avant que finalement ça ne se passe pas bien, comment on peut travailler ensemble pour une gestion de la ressource, un partage de la ressource. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est localement très important. On a tous les outils en France pour travailler sur ce sujet-là. Ce n'est pas simple. Et notamment, ça nous oblige finalement à beaucoup d'humilité par rapport à ce sujet-là. Mais on est obligé de s'y mettre maintenant. C'est la notion de conflit d'usage potentiel, non ? Florent Cazzi me disait en préparant cette matinée qu'il y a des endroits où on nettoie les routes avec de l'eau potable. Alors, je crois que ce n'est pas le cas à Paris, mais ça illustre peut-être les économies qu'on peut faire assez facilement, finalement. Exactement. Ça illustre aussi qu'il y a finalement des passages obligés.
le mot sobriété n'est pas du tout un gros mot. Au contraire, je pense qu'à un moment, il faut réfléchir à la bonne utilisation de l'eau potable, mais de l'eau en général. À chaque fois qu'on prélève, qu'elle soit potable ou pas potable, on prélève. On prélève sur le grand cycle. Et en fait, effectivement, compte tenu des contrastes, et ça, l'étude Explore 2 le montre bien, c'est qu'en fait, on va avoir des aventures et beaucoup de mésaventures, en fait. Et en fait, ces mésaventures, il faut les anticiper. Et on voit l'actualité internationale ces derniers temps, elle était énormément de problématiques d'incidents naturels, enfin de météo compliquées, etc., aussi bien des feux que des pluviométries, mais elle était aussi dans des conflits d'usage entre pays, entre je détourne un cours d'eau, je prends l'eau d'un cours d'eau. Et ça, c'est l'histoire des conflits de l'eau, c'est depuis très longtemps, mais chez nous, localement, vraiment sur tout le bassin Seine-Amont, je pense qu'il faut y travailler maintenant. Peut-être un mot sur les crues, parce que si on a écouté M. Sauquet, il va plus pleuvoir en hiver, pour le dire simplement. Et Seine-Grand-Lac a un rôle aussi de prévention des inondations. Patrick Ollier en parle très souvent. Claire Beyeler nous en parlera sans doute des ZEC, naturellement, par exemple. Et vous venez d'inaugurer un ouvrage majeur qui est le casier pilote de la Bassée. Dites-nous un mot peut-être de votre rôle et puis des conséquences que le réchauffement ou le dérèglement peut avoir sur les risques de crues qui, elles aussi, sont potentiellement très dommageables et que ça se chiffre aussi en milliards d'euros, j'imagine. Alors, effectivement, il y a deux choses qui nous inquiètent, nous. C'est les événements extrêmes. Donc là, est-ce qu'on est tous préparés à des événements extrêmes? Et là, il ne suffira pas des Grands Lacs et du casier pilote de la Bassée pour réduire la vulnérabilité en Île-de-France et à Paris. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire, notamment l'adaptabilité des bâtiments, etc. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi l'occurrence des événements. En 2024, on a eu 14 crues sur la Marne. C'est-à-dire que nos équipes ont passé leur temps à être en crise. Alors, ce n'étaient pas des grosses crues, mais si les lacs n'avaient pas été là, il y aurait eu effectivement des dommages à l'aval. Donc ça, c'est ça que nous, on voit vraiment sur le quotidien. Et ce qui est important surtout, c'est quand on justement met en œuvre des solutions pour réduire le risque inondation, il faut qu'elles soient multifonctionnelles. Et les zones d'expansion de crues naturelles en sont vraiment une déclinaison qui pour nous est la plus importante parce que justement, elle redonne en fait l'expansion naturelle, donc les mineurs, les majeurs, du cours d'eau et permet de recréer les zones humides qui vont nous permettre d'être plus résilients dans la partie sécheresse. Alors, peut-être que Claire Beyeler, vous pouvez nous en parler, puisque ces zones d'expansion de crues qui connu le nombre de leurs projets ont été multipliés depuis que finalement Seine-Grand-Lac s'est rapproché de la métropole du Grand Paris. Les deux institutions sont présidées par Patrick Ollier, qui est très volontariste sur ces questions. Racontez-nous, vous êtes responsable de la GEMAPI à la métropole du Grand Paris, donc la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est une compétence conférée par la loi à la métropole du Grand Paris et que vous assumez pleinement, donc a fortiori avec ce rapprochement entre la métropole et l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand-Lac. Alors tout à fait, hein, la métropole créée en 2016, la compétence GEMAPI, donc une nouvelle compétence créée en 2018, donc on veut dire on est des petits jeunes dans le paysage. Donc cette compétence GEMAPI, elle a deux volets qu'heureusement le mot GEMAPI fait fusionner, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc la gestion des milieux aquatiques, c'est retrouver la qualité des milieux aquatiques avec un fonctionnement naturel des rivières. C'est la directive cadre européenne sur l'eau qui demande et qui fixe des objectifs d'atteinte d'un bon état écologique de la rivière. Et ce bon état écologique de la rivière, on le retrouve de différentes façons, en recréant une rivière fonctionnelle avec des méandres, avec des habitats, avec des zones d'expansion de crues, avec des zones humides sur les côtés. Donc une rivière qui fonctionne vraiment et qui réagit au cours de l'année et au cours des variations d'hydrologie. Mais aussi, on est en charge des inondations, c'est-à-dire de gérer et de protéger les habitants et les biens des débordements de cours d'eau. Et comment on le fait, ça? On le fait avec les rivières, en justement redonnant les capacités de stockage et de ralentissement de l'eau avec les rivières, qui sont sur le périmètre métropolitain totalement transformées par l'homme,
qui avait ses raisons à l'époque de les transformer, mais on voit qu'aujourd'hui, ces raisons viennent nous mettre face à des risques nouveaux et réduire notre résilience. Et puis le deuxième volet, qui est la prévention des inondations par des ouvrages physiques, que sont les digues, qui sont le long des rivières et qui permettent de ralentir le moment où l'eau va pénétrer dans le milieu urbain. Et on bénéficie justement de l'action de Seine-Grand Lac à l'amont, avec des lacs qui font que déjà on gagne entre 50 et 80 cm de hauteur d'eau sur la Marne et sur la Seine, sur certains événements. Donc ça permet vraiment de protéger. Ce qui fait que maintenant on réagit, on a la chance de pouvoir réagir beaucoup plus tard et d'avoir nos digues qui sont touchées par l'eau beaucoup plus tard qu'au début du XXe siècle, où là on n'avait pas ces protections. Donc notre mission, elle est double, c'est prévention des inondations, gestion des milieux aquatiques. Et dans ce domaine-là, on a la chance de bénéficier d'une taxe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces ouvrages, ça coûte très cher et que pendant longtemps, que les digues n'ont pas été toujours entretenues avec la rigueur nécessaire et le suivi nécessaire. Donc, cette compétence, quand elle a été créée avec la possibilité de lever une taxe que la métropole lève et qui lui permet justement d'accompagner certaines politiques, et notamment les politiques de Seine-Grand Lac, parce que la métropole, son terrain de jeu, il est quand même limité à un milieu urbain très dense. Si on veut prévenir des inondations et stocker de l'eau, on n'a pas beaucoup de place. Donc on joue au maximum sur tout ce qu'on peut, mais on est vraiment très dépendant de ce qui se fait à l'amont, d'où la grande importance des lacs, de la Bassée et des zones d'expansion de crues sur lesquelles Seine-Grand Lac a l'expertise à identifier des secteurs, et du coup on travaille ensemble pour savoir comment on accompagne techniquement, financièrement tous ces projets. Sur la gestion des milieux aquatiques, vous vous appuyez sur des communes ou vous disposez de vos propres services pour opérer cette compétence vous parlez de zones humides, etc. Alors, ce sont les compétences internes. On a bien évidemment des prestataires spécialistes parce qu'on n'imagine pas, mais réimaginer une rivière, réouvrir une rivière, on est sur des projets sur la Bièvre, sur le Morbihan, alors des endroits carrément où on réouvre, c'est-à-dire les rivières, parce qu'elles gênaient ou parce qu'elles étaient vraiment très polluées, elles ont été mises dans les tuyaux, elles sont devenues des égouts, on va dire. Et donc l'idée maintenant, c'est de les réouvrir pour redonner de la nature en ville, de la fraîcheur, de la capacité justement hydraulique et pouvoir redonner cette obligation qui est une obligation européenne, une qualité écologique au cours d'eau. Donc bien sûr, on travaille avec les villes, mais on a, de par cette compétence GEMAPI, une autorité propre à agir et une sorte d'obligation propre à agir. Donc pour l'instant, on intervient avec des dizaines de communes sur lesquelles on a démarré par des choses entre guillemets un peu plus faciles, où on se met dans des parcs, parce que dans les parcs, réouvrir une rivière, c'est plus simple. C'est plus simple techniquement, mais c'est quand même une modification pour les habitants qui avaient l'habitude d'avoir un parc. Là, dans leur parc, il y avait l'habitude d'avoir l'aire de jeu, la zone de pique-nique. On va mettre une rivière et remettre une rivière dans un espace urbain. C'est pas si facile. On pourrait penser que ça entraîne l'adhésion de la population, mais c'est pas si simple. Et donc tout ça, c'est intéressant. Et la difficulté technique, pour reboucler avec l'aspect quantitatif, c'est on rouvre pour une rivière de quelle taille, quelle dimension on prend pour faire cette rivière. Et c'est vrai que les gens sont souvent surpris quand on présente, nous, nos projets. C'est-à-dire qu'on va dire, si, on a besoin d'une largeur de 40 mètres, parce que peut-être l'été, ça va être un tout petit rien du tout, on va avoir un lit mineur très petit, peut-être que même on aura des assecs, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Il faut que cette rivière puisse fonctionner, donc puisse avoir un lit majeur et puisse s'étendre. Et donc, il faut qu'on soit dégagé sur la totalité des 40 mètres. Et c'est toute cette interrogation sur... on est en train de faire une rivière qui va devenir quoi, vu toutes les incertitudes qui nous ont été notamment présentées en première partie de Dites-nous un mot de l'innovation qui a consisté à ce que vous indemnisiez les agriculteurs qui acceptent de voir leur culture inondée par ces zones d'expansion des crues et qui donc subissent des pertes finalement de recettes potentielles que vous compensez. Je crois que c'est une innovation récente. Alors,
Effectivement, comme je le disais, sur le territoire métropolitain, nos marges de manœuvre pour réduire l'importance des inondations, elle est limitée. On a besoin absolument de travailler avec l'amont et avec Seine-Grand Lac. Et on s'est rendu compte que toutes les mesures à mettre en place allaient mettre du temps et que même si on arrivait à trouver des zones naturelles d'expansion de crues, il fallait qu'on crée des zones de stockage supérieures. C'est-à-dire que vraiment, on monte d'un cran, on accélère. Et du coup, l'idée, c'est de repérer les zones qui sont déjà inondées chez les agriculteurs, donc des agriculteurs qui sont déjà pénalisés par des inondations, et de dire, est-ce que vous accepteriez, vu la configuration du site, qu'on mette avec un ouvrage construit plus d'eau sur votre parcelle qui est déjà affectée par les inondations, et comme ça, on a un gain supplémentaire de stockage. Et dans ce cas-là, il y a un dispositif du Code de l'environnement qui permet de créer ce qu'on appelle une servitude. Et du coup, l'agriculteur, il est indemnisé une première fois parce que la valeur de sa terre perd, puisqu'on la destine à éventuellement être inondée. Donc une première indemnisation et une deuxième indemnisation par rapport au niveau d'eau et à la durée de l'inondation qui va détruire sa production. Et donc, on a signé avec les chambres d'agriculture et Seine-Grand Lac des conventions d'indemnisation pour surinondation. Merci beaucoup. Vincent Rocher, vous dirigez donc l'innovation au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Vous allez nous dire que vous aussi, vous devez gérer à la fois le manque d'eau l'été et le trop d'eau l'hiver. Et puis, vous nous parlerez des coopérations que vous faites à la fois avec Sénéo et avec le CEDIF qui sont autour de la table, si vous voulez bien, cher Vincent. Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que nous, on n'est jamais content, finalement. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. On est comme ça. Donc, d'abord, rappeler quelques éléments de contexte sur le caractère un peu particulier de l'Île-de-France. Quand la Seine arrive en Île-de-France, elle traverse un bassin versant exceptionnel. 2000 km², 9 millions de franciliens qui utilisent de l'eau potable, la souille, la restituent. Donc, je vais vous donner un chiffre. Nous, chaque jour, on collecte, transporte et épure à peu près 30 mètres cubes par seconde. 30 mètres cubes par seconde qu'on restitue à la Marne et à la Seine. Et cela a été dit, en étiage, l'été, les débits peuvent atteindre, dans la Seine parisienne, 70 mètres cubes par seconde. Dit autrement, dans ces moments-là, le plus gros affluent de la Seine, c'est le Siaap. Et si on enlève les apports de Seine-Grand Lac, qui représentent dans ces moments-là des fois plus de 50%, eh bien, on traverse la Seine à pied à Paris. Donc c'est pour vous dire tout ce contexte très particulier et toute la pression exercée par l'agglomération francilienne sur la Seine. Donc oui, c'est vrai qu'on doit gérer le manque d'eau en été. Donc on le fait bien sûr en concertation avec Seine-Grand Lac et les autres opérateurs qui ont besoin de l'eau, soit parce que c'est une ressource, soit comme nous, parce que c'est le réceptacle de nos eaux traitées. Donc, ce que je veux mettre en avant, c'est la période estivale. La période estivale, on a des étiages, donc je vous l'ai dit, très sévères, qui se combinent à des périodes de canicule, en tout cas des périodes de grande température de l'air, et donc évidemment ça se traduit avec des températures d'eau. En préparant mon intervention, j'ai regardé un peu les statistiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, donc nous, on estime que les périodes sont critiques quand on a des débits inférieurs à 100 mètres cubes secondes, donc à une faible capacité de dilution de nos rejets, qui sont combinés à des températures élevées, donc supérieures à 25 degrés. Donc on dit, alors c'est tout à fait empirique, mais on dit qu'à ce moment-là, on est dans une période critique, il nous faut être très très attentif. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la Seine est un bouillon de culture. Le moindre apport de matière, et notamment de matière organique, va être dégradé naturellement par la flore naturellement présente dans la rivière. Et ce faisant, on va complètement consommer l'oxygène dissous. Et quand il fait chaud, la physique fait qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et bien rapidement, on va désoxygéner la Seine. Pourtant, c'est dans ces périodes qu'on est censé désormais pouvoir se baigner. Alors, oui, alors c'est des choses tout à fait différentes. Pas très rassurant là en vous écoutant. Non. Après, il y a deux choses très différentes. Il y a l'écologie de la rivière et la baignade. La baignade, il faut que la qualité sanitaire soit atteinte. Donc ça, on pourra en parler tout à l'heure. Il faut les
limiter les apports de temps de pluie et puis bien désaffecter par temps sec. Et finalement, on y arrive. Cet été, on l'a bien démontré. Ce dont on parle là, c'est l'écologie. C'est de quelle manière on travaille de manière à préserver l'écologie de la rivière. Donc, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la qualité. Mais depuis 50 ans, on a largement amélioré la qualité des eaux. Et ce faisant, on a permis à une biodiversité de s'installer en rivière. En 1970, la Seine était morte, biologiquement morte. Aujourd'hui, on a de nombreuses espèces, et notamment des espèces qui sont sensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais la Seine n'a été aussi fragile qu'aujourd'hui. Jamais la Seine n'a été aussi fragile qu'aujourd'hui. Jamais on a eu autant à perdre, finalement. Et chaque été, donc c'est 5 à 20 jours, 5 à 20 jours par an, où on doit être excessivement concentré. Alors on a des systèmes d'îlots de survie, etc. Mais ça veut dire que 5 à 20 jours par an, et très certainement ça va aller dans le sens d'une augmentation de la sévérité des étiages, alors à la fois en termes de durée, nous on estime qu'on va perdre moins 20% en termes de volume, et les épisodes caniculaires qui vont augmenter. Donc ça veut dire, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, c'est-à-dire que si vraiment on veut prendre le sujet du trop peu, il faut considérer non pas seulement la qualité moyenne. Aujourd'hui, le prisme à travers lequel on regarde finalement les bénéfices environnementaux, c'est la directive cadre. La directive cadre, elle nous dit, globalement, vos concentrations en azote, phosphore, oxygène sont OK. Et si je regarde ce prisme-là, qu'est-ce que je dis? Je dis que sur l'oxygène, il n'y a aucun problème. On est en bon état, voire en très bon état. Or, comme je viens de vous le dire, l'été, on est fragile. Donc il faut qu'on apprenne aussi à regarder non pas seulement la qualité moyenne ou la qualité statistique, mais aussi la fragilité. Très bien. Florent Cazzi, donc vous, on va voir avec vous, puis avec le CEDIF, vous distribuez de l'eau, donc vous avez vos enjeux aussi, mais vous la puisez presque à 100% dans les fleuves. Hein. Expliquez-nous cette particularité de l'Île-de-France, et puis comment vous voyez, vous, toutes ces questions. Bonjour tout le monde. Alors, pour Sénéo, donc on est sur la moitié nord des Hauts-de-Seine, et en effet, on produit notre eau à partir de deux modèles industriels. Le premier, c'est notre usine, avec des pompages en Seine, donc 100% d'eau de surface. Et le deuxième, on a une partie qui est en achat d'eau auprès d'un fournisseur privé et de nos collègues du CEDIF. Et ces ressources-là sont, on va dire, soit de surface réinfiltrées dans des nappes souterraines. Pour Sénéo, j'ai envie de dire, on a aujourd'hui, on l'a vu, que ce soit les interventions ou l'étude qui était présentée en début, on sait que les choses vont changer. Maintenant, comment elles vont changer? On voit bien que les fameuses boîtes à moustaches, on est entre le très beaucoup et le très peu. Donc on est face à une sorte d'incertitude. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il va falloir, j'ai envie de dire, comme la nature, quand il y a des changements, il faut s'adapter. Donc on est dans cette logique-là de se dire comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment notre service de l'eau peut s'adapter. Un service de l'eau, c'est évidemment une distribution, une eau de qualité, et ça, il y a la deuxième table justement sur ces notions-là. Et puis il y a la question de, faut être capable de produire de l'eau, donc c'est la question de la ressource et de sa disponibilité. Nous, on aime bien ce terme-là à Sénéo, c'est la question de est-ce qu'il y en a, et s'il y en a, est-ce qu'elle est utilisable pour la potabiliser. Donc on a cette approche-là à Sénéo de se dire... Aujourd'hui, on est quand même très dépendant des eaux de surface et majoritairement de la Seine. On est face à une certitude, c'est qu'on ne sait pas comment ça va changer, mais ça va changer. Donc on regarde à la fois sur notre périmètre administratif, même s'il n'a pas forcément de sens pour la nature et pour l'eau, je crois que ça a été dit, les ressources qui sont potentiellement disponibles, je vais les appeler comme ça. Et donc, sur notre territoire, on a des unités de production privées qui appartiennent à la Suez. Et puis, dans un moment d'intense réflexion, sans barrière, voilà, parce que de toute façon, l'avenir, comme il est fait d'incertitude, autant trouver des solutions peut-être improbables aujourd'hui, mais certainement pas demain. Et donc, on a trouvé une ressource qui était présente en grande quantité. C'est une des usines du SIAP. Alors, il y a moult freins et moult murs à dépasser, mais et je laisserai M. Rocher faire la présentation plus en détail de l'étude en deuxième partie. Mais donc on travaille avec nos amis du SIAP, justement derrière cette idée, en portant cette idée de se dire, et je crois que ça a été dit aussi par vous, il y a ce côté, j'allais dire un peu philosophique, je ne sais pas si c'est philosophique, mais de se dire, l'eau elle a été prélevée, potabilisée, utilisée, assainie, rejetée au milieu naturel, puis après nous on est derrière et on la repompe. Bon, est-ce que
c'est un tout petit peu exagéré, puis on n'y est pas encore, hein, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire 2 cycles assez tôt? Elle a été prélevée une fois, utilisée, assainie, et hop, nous, on pourrait éventuellement la réutiliser. On n'y est pas encore, d'accord? Oui, parce qu'il y a des contraintes, notamment réglementaires, qui l'interdisent. Et puis, si j'ai bien écouté Vincent, si vous la puisez directement à la sortie du SIAP, elle est plus concentrée quand même en polluant, puisque si l'eau la dilue, en toute logique, ça pose peut-être un problème, je ne sais pas. Je ne vais pas divulguer la deuxième partie, mais c'est un bon teasing. J'invite tout le monde à rester sur la deuxième partie qualité, puisque c'est le cœur de l'étude, en fait. Hein. Là, je présente vraiment sur l'opportunité que nous, on a vue, la question de quantité potentiellement disponible. Hein. Encore une fois, c'est une quantité. Et évidemment, l'étude porte sur la qualité, puisque là, on parle bien sur même si l'installation d'un traitement quaternaire, j'en dis un petit peu trop, mais voilà, il y a des évolutions techniques et technologiques sur les usines, enfin, notamment de Colombes. Et juste pour dire aussi qu'il y a la deuxième partie de nos ressources qui sont un peu extraterritoriales. Et là, aujourd'hui, c'était dit aussi, je crois, à double, 2 fois, c'est la question sur l'ouest parisien. Donc, on a aussi des achats d'eau via des usines privées qui appartiennent au groupe Suez, où là, on a initié il y a très peu de temps un comité stratégique avec tous les donneurs d'ordre publics, ce qu'on appelle aussi les clients de Suez sur ces usines, pour commencer à se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas créer des synergies entre nous, privés, publics, comment est-ce qu'on pourrait aborder cet avenir qui est plein d'incertitudes sur la répartition de cette quantité d'eau qui, on l'a vu, hein, sera trop présente l'hiver et pas assez l'été. Je suis dans une caricature, hein, plus ou moins 100%. Donc on est, je dirais, à Sénéo dans cette optique-là de réfléchir à ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais de toute façon, on voit bien que le monde change. Hein, et puis d'essayer de voir dans ce qui existe déjà, prendre de la hauteur et une vision stratégique entre maîtres d'ouvrage. À l'époque, André Santini parlait beaucoup d'un grand ring de l'eau. C'était un de ses projets. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion. Mais parlez-nous un instant des usages, parce que c'est vous qui me disiez qu'on arrosait, on nettoyait les routes. Ça m'a beaucoup marqué. Je le ressors à chaque occasion avec de l'eau potable. Et je me dis qu'il y a donc des gisements d'économie importants. Et dites-nous ce que vous en pensez. C'est pareil. C'est dans nos réflexions. C'est de se dire aujourd'hui, on produit dans ce qu'on appelle les services d'eau. Qui arrivent, hein, pas les services d'eau qui est sur la partie élimination, épuration. Aujourd'hui, on produit de l'eau potable, hein, c'est une définition réglementaire qui a un sens bien particulier, qui est principalement due à, je dirais, une approche hygiéniste et sanitaire, d'accord, de cette eau-là, hein, qui arrive dans les maisons 7 jours sur 7, et c'est pas en pied d'immeuble, hein, attention, la livraison est de qualité. En se disant quand même que cette eau-là, elle est rendue potable pour 1% de son usage, environ, c'est l'eau de boisson. Tout le reste des usages, on doit se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une eau potable? Ça, c'est plus, j'ai envie de dire, aussi pour les services de l'eau qui sont interrogés. Et dans les usages, le nettoyage des routes vous a marqué, mais je rappelle aussi qu'il y a les toilettes, hein, d'accord? On fait quand même aujourd'hui, c'est très luxueux, hein, on fait ça dans l'eau potable. Bon, peut-être qu'il faut s'interroger, encore une fois, l'avenir est fait de plein d'incertitudes. Aujourd'hui, ce qui est impossible, peut-être qu'il sera possible demain. Donc s'interroger sur diversifier, non pas, en plus de diversifier les ressources, peut-être diversifier les types de production d'eau et d'être capable de se dire il y a différentes qualités d'eau qui arrivent plus ou moins à domicile pour des usages plus ou moins différents. Merci infiniment. Fanny Chauvière, vous êtes responsable protection de la ressource et qualité de l'eau au CEDIF, qui est la plus grosse délégation de services publics d'Europe, qui est un distributeur d'eau tout à fait considérable. On parlera aussi de qualité, puisque vous êtes connu aussi pour tous les travaux que vous faites pour améliorer la qualité de l'eau, dont on parlera dans une prochaine table ronde. Mais comment voyez-vous au CEDIF toutes les questions qu'on vient d'aborder, donc qui sont liées aux perturbations que provoque le réchauffement climatique? Bonjour à tous. Eh bien, au CEDIF, finalement, je ne voudrais pas trop répéter ce que vient de dire notre collègue de Sénéo, mais le CEDIF, en tant que producteur d'eau, dépendant à plus de 97% des eaux de surface que sont la Seine, la Marne et l'Oise, eh bien, est exposé aux variations de qualité et de quantité que présentent ces masses d'eau. Alors, le premier intervenant de l'INRAE nous l'a rappelé, on se dirige vers
un climat avec plus de pluie l'hiver, moins de pluie l'été, donc des débits qui seront plus contrastés, c'est le terme, je pense, qu'il faut retenir. Et donc, on est déjà habitué à ces contrastes en tant que producteur d'eau dépendant des eaux de surface. Maintenant, il faut s'adapter à cet élargissement de la gamme de fonctionnement de nos usines et s'y adapter maintenant pour potentiellement des événements qui n'arriveront jamais, si on est très optimiste, ou très peu souvent. Donc pour le CEDIF, ça passe par différents leviers. Hein. Je vois que ma slide arrive avec des piscines olympiques en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Donc les défis de la quantité pour le CEDIF, c'est d'abord de s'assurer que chaque mètre cube prélevé arrive à l'usager, donc avoir un système performant hein, depuis le prélèvement qui est autorisé jusqu'au robinet du consommateur. Donc des usines qui soient performantes. On parlait de sobriété, il va falloir qu'on accélère aussi ces réflexions autour de la sobriété dans nos procédés de traitement. Des rendements de réseau qui sont déjà très bons, mais qu'il va falloir pousser davantage. Chaque pourcentage de rendement de réseau gagné, c'est des millions de mètres cubes qui seront économisés. On a envie d'économiser, on a un objectif d'économie de 10 millions de mètres cubes par an à horizon 2028, donc c'est pas négligeable à l'échelle de l'Île-de-France. Donc sobriété et performance, concertation et réglementation, ça c'est ce qu'on fait déjà et ce qu'on va continuer à faire, c'est-à-dire participer à tout le dialogue territorial qui existe et qui est assez dynamique sur le bassin Seine-Normandie. On a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs mobilisés et experts chacun dans leur domaine de compétences. Donc la concertation locale autour des usages, autour de la sobriété, autour des futurs de l'eau, des futurs des usages. Alors en tant que producteur d'eau, sur la Seine, nous sommes parmi les plus gros préleveurs. Sur la nappe de Champigny, nous faisons aussi partie des plus gros préleveurs de la nappe des calcaires de Champigny, qui est stratégique aussi à l'échelle de l'Île-de-France. Donc nous devons participer à toutes les réflexions au sujet de ces usages pour les pérenniser et éventuellement réfléchir à la réglementation et à la régulation qu'il faut faire dès maintenant pour permettre demain d'avoir toujours cette région aussi dynamique qu'est l'Île-de-France. Et puis au CEDIF, on est aussi nous sommes dans une démarche prospective. Alors pas tout seul, parce qu'on nous ne sommes pas des modélisateurs hors pair ni des hydrogéologues travaillant au GIEC ou au sein du projet Explore 2, mais malgré tout, nous nous nourrissons de ces conclusions. Et nous travaillons entre autres avec le BRGM maintenant depuis 2 ans dans le cadre d'une étude d'évaluation prospective de la qualité et de la quantité des ressources, alors principalement la Marne et l'Oise, à un horizon 2050, donc dans un contexte de changement climatique. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure les conséquences qu'on a précisées tout à l'heure, la hausse des précipitations et la baisse des précipitations l'été, vont avoir des impacts pour nos installations, donc nos prises d'eau, nos usines qui sont en bordure de cours d'eau et qui devront continuer à prélever de l'eau en période d'inondation ou en période de crue régulière. Et puis elles devront toujours continuer à prélever de l'eau dans des périodes d'étiage plus sévères, plus longs. Et elles devront toujours continuer à prélever de l'eau et à la traiter dans des contextes de température plus élevés. Donc c'est toute cette agilité, ou en tout cas résilience, qu'il faut que l'on développe face à ces changements qu'on sait plausibles, probables et de plus en plus proches maintenant. Et déjà constaté pour certains, parce que je crois que c'est vous qui me disiez que auparavant vous aviez obligation de demander une dérogation quand vous puisiez de l'eau qui était à plus de 25 degrés, que désormais vous n'avez plus besoin de demander une dérogation parce que c'est devenu plus fréquent. C'est un des aspects. Et puis vous me disiez aussi que vous êtes plus sensible, peut-être plus vulnérable aux étiages qu'aux crues pour vos pompes. Alors c'est
C'est le contraire plutôt, c'est le contraire. Sur l'aspect température, effectivement, mais ça c'est plutôt lié à la réglementation qui a évolué récemment dans le cadre de la dernière directive eau potable, qui jusqu'à présent demandait au PRPDE, donc aux personnes responsables de la production et de la distribution d'eau, de demander une dérogation dès lors que les eaux brutes dépassaient 25 degrés. Bon, ben ça depuis maintenant 2 ans, ce n'est plus le cas. Alors, simplification administrative peut-être, réalité opérationnelle sûrement, c'est-à-dire que maintenant l'eau ne dépasse pas 25 degrés que quelques jours dans l'été, mais sur potentiellement 1 mois, 2 mois. Donc on n'est plus vraiment en régime dérogatoire exceptionnel, on est plutôt sur un nouveau mode de fonctionnement saisonnier qu'il faut appréhender en tant que tel et donc adapter nos procédures de traitement. Il y a à chaque fois on en parlera de qualité un peu plus tard dans la matinée, mais forcément des impacts sur les réactifs qu'on va utiliser, la viscosité de l'eau et donc les filières derrière. Vous collaborez avec le SIAP, mais je ne sais plus si c'est aussi le sujet de la quantité ou de la qualité. Plutôt qualité. Plutôt qualité, on en parlera tout à l'heure alors. Mais pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui, je vous en prie. Donc l'étude que nous menons avec le BRGM n'a pas encore terminé, donc difficile d'annoncer des conclusions comme ça, mais on se rend compte que grâce notamment au travail de Seine-Grand Lac et à ce soutien d'étiage qui est rendu possible sur ce bassin Seine-Normandie, eh bien, nos installations sont plutôt vulnérables au trop d'eau qu'au trop peu d'eau, parce qu'elles ont été finalement assez bien conçues. Les prises d'eau sont suffisamment basses pour que même en cas d'étiage assez sévère, on puisse toujours prélever de l'eau. Alors ensuite, c'est plutôt une histoire de réglementation et d'autorisation à prélever, mais physiquement, c'est toujours possible. En revanche, en période d'inondation, donc en cas de trop plein d'eau qui n'aurait pas été écrétée par les grands lacs pour différentes raisons, eh bien là, nos usines sont plus vulnérables et c'est tout un travail que nous devons mener actuellement, qui est d'anticiper les impacts d'une inondation sur des usines comme l'usine de Choisy-le-Roi, qui produit 300 000 m3 jour, de sorte qu'elle s'arrête au tout dernier moment et qu'elle puisse surtout redémarrer le plus vite possible, passer la crise inondation. Donc ça demande effectivement d'anticiper des choses très opérationnelles, comme le démontage de certains équipements stratégiques. Dès lors qu'on peut encore produire, mais c'est finalement les mettre en sécurité pour pouvoir ensuite rebondir plus rapidement. Merci infiniment. Patricia Pelou, avec vous, vous êtes directrice générale adjointe de l'atelier parisien d'urbanisme. On va prendre le point de vue de l'urbaniste, et vous allez nous parler de révéler les eaux visibles et invisibles, d'adaptation de la ville dans ce contexte de réchauffement. Et vous allez nous parler aussi de circularité. Oui, merci. Oui, donc en tant qu'agence d'urbanisme, on travaille sur la question des services urbains, la question de l'eau, la question de l'énergie, les déchets. Donc ces services urbains, on les travaille avec nos partenaires, dont notamment le SIAP, le syndicat technique, je crois que le SICTOM aussi est là, et puis la MGP et les collectivités. Donc c'est vrai que cette table ronde, c'est sur les défis de la quantité, et c'est vrai qu'à la fois, on le voit par les interventions, ça permet ça bouscule, je dirais, à la fois les acteurs, les grands services de l'eau, mais aussi la fabrication de la ville. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus amené à travailler plus étroitement, puisqu'en réalité, ces défis avec les évolutions du climat, la question de la rareté de l'eau, fait qu'on est de plus en plus amené à prêter attention à l'ensemble des eaux, au pluriel des eaux urbaines. Donc il y en a évidemment qui sont plus connues que d'autres, mais sur les questions en tout cas de l'eau potable, l'eau non potable, sur les usages variés, et de travailler cette circularité. C'est-à-dire qu'il y avait le petit cycle de l'eau était, je dirais, très établi, plus établi, on va dire, jusque-là. Et aujourd'hui, ça nous invite à travailler beaucoup plus, à la fois, je dirais, sur le grand cycle de l'eau, de l'eau atmosphérique jusqu'aux nappes, mais aussi à la fois avec l'ensemble des acteurs de l'eau. Donc, c'est moi qui est là, peut-être, qui peut passer. Voilà. Donc c'est vrai que le travail qui est réalisé ensemble, c'est aussi pour donner une vision plus partagée de ces éléments qui bougent dans le temps et géographiquement. Donc ça, j'ai mis 2 images pour aussi montrer que ces ressources, cette connaissance, il y a beaucoup de ressources cachées. Donc à la fois du fait que c'est des infrastructures qui sont aussi souterraines,
mais aussi cachés, mais qui sont bouleversés par l'urbanisation. Si on prend l'urbanisme, par exemple souterrain qu'évoquait Claire tout à l'heure, la métropole, c'est la carte de gauche, travaille sur la redécouverte des rivières. Donc c'est aussi des eaux qui aujourd'hui vont dans les réseaux et qui finalement sont peut-être pas amenées à être dans les réseaux à certaines périodes. Donc c'est cette redécouverte des rivières. On a eu l'occasion de travailler sur, en effet, la Bièvre, sur la vieille mer ensemble, et puis il y a une étude en cours. On pourrait parler aussi des eaux d'Exor. C'est des eaux qui ne sont pas forcément très connues, qui sont cachées, mais qui sont liées à ces infrastructures en dessous, donc le réseau métro, les réseaux des parkings. Et donc on commence à mieux les documenter. Alors après, il faut faire attention parce qu'en effet, je pense que SIAP est vigilant. Ça peut être positif de les réintroduire plutôt au milieu naturel, ou au contraire, elles sont utiles pour le réseau, et vous êtes assez vigilant sur le fait qu'il faut en effet acheminer la matière et qu'on continue à avoir. Mais donc on voit qu'en fait, ça nous invite à réfléchir autrement. Sur l'image suivante, c'est aussi un autre enjeu qui est en lien avec l'urbanisme. Alors c'est moi qui les passe. C'est toute la question d'adapter la ville avec l'enjeu de la perméabilité. On l'a vu sur les périodes d'hiver notamment, mais aussi l'été. Et là, il y a des grandes ambitions dans les documents de planification, mais aussi dans les urbanismes de projet. Donc je dirais que ça bouge aujourd'hui aussi sur les questions urbaines. Le SCOT prévoit donc plus 30% de pleine terre, par exemple, 0 rejet pour les pluies courantes. Donc c'est aussi des évolutions et des objectifs dans lesquels on s'inscrit tous. Sur le PLU bioclimatique, il y a une ambition d'avoir 40% de surface perméable dans Paris, donc c'est quand même un challenge à 2050. Donc ça, je dirais que c'est aussi ces évolutions de métier. Puis sur la carte de droite, c'est un travail qu'on a réalisé, qui se poursuit. C'est aussi de se dire, les inondations qui étaient évoquées, passées, liées à la Seine, elles sont connues. Mais demain, c'est aussi ces pluies torrentielles qui arrivent et qu'on maîtrise moins, et qui font qu'on a des rues ruisseaux, des points bas et des lieux d'accumulation qui s'installent, et qu'il est nécessaire de mieux comprendre et comment est-ce qu'on peut faire en sorte, en effet, qu'on augmente aussi des capacités de stockage ou de circularité par rapport à ces eaux. Donc et là, il y a des réflexions en cours pour faire des zones de récupération de ces précipitations qui se concentrent dans le temps et qui ont une intensité nouvelle. Des gens y réfléchissent à ça ? Oui. Alors, à la fois, alors à la grande échelle, Claire et puis les Grands Lacs en parlaient, mais dans Paris et sur le réseau RATP, évidemment, entre la RATP et la ville, c'est des réflexions qui sont justement en cours, c'est de la transversalité qui se met en place. Vous avez tous en tête l'été dernier, ou là, il y a quelques mois, des stations et des rues qui étaient inondées, qu'on ne connaissait pas, en fait, avant. Donc là, ça nécessite justement d'envisager, de regarder la question des réseaux et toute la question de perméabilité des sols qui doit vraiment aussi s'amplifier pour pouvoir retarder ces accumulations-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et il y a vraiment ces liens entre les acteurs de l'eau et les acteurs de la fabrique de la ville. Comme il faut que j'aille vite, juste j'avais mis cette image-là pour aussi faire le lien sur la question, en effet, de la grande échelle et de la petite échelle, c'est-à-dire qu'on a à la fois des logiques globales et puis aussi localement, donc entre le verre d'eau qu'on boit et puis donc la question des zones de captage et puis les prélèvements, c'est vrai que ce soit tant le réseau d'eau potable que le réseau d'eau non potable, c'est bien sûr beaucoup les rivières, le fleuve et des prélèvements ou les nappes, donc je crois que c'est moitié-moitié globalement, mais donc c'est vrai que si on veut répondre à cet objectif d'avoir moins de prélèvements, il est nécessaire de travailler un peu différemment ces questions, je dirais à la fois d'échelle, en tenant compte évidemment des nécessités de chacun. Mais je pense que Vincent Rocher va y revenir tout à l'heure sur ces points de vigilance. Donc c'est ces nouveaux équilibres. Et puis avec ces raisonnements de stockage et de circularité qui forcément doivent être plus souples, parce que comme ça a été souligné par les intervenants précédents, on a des fluctuations et des variations qui sont beaucoup plus fortes qu'auparavant.
Et puis, en tant qu'agence d'urbanisme, ben, bien sûr, on regarde les questions, on échange avec ces acteurs sur les questions de croissance urbaine et démographique. Et donc, c'est aussi quel équilibre demain, puisque finalement, entre les croissances liées aux nouveaux besoins des populations qui augmentent, et puis aussi ces questions de sobriété hydrique, finalement, quel sera l'équilibre demain? Est-ce que finalement, on va être constant ou au contraire avoir justement du fait des moins de prélèvements et moins de consommation? Donc là, j'ai mis quelques chiffres. Alors, c'est pas la dernière, mais c'est pas grave. Donc il y a les habitants, donc 213 000 habitants en plus, ça se chevauche, et puis c'est 270 000 emplois en plus si on prend justement la période 2023. Donc on voit qu'on a une croissance, si on prend l'échelle de la métropole, j'ai oublié de le préciser, c'est à l'échelle de la métropole, on a une croissance en termes de nombre d'emplois qui est significatif, plus 6% en 12 ans, et puis 213 000 habitants. Et si on regarde les projections à venir, c'est plus 152 000 habitants à l'horizon 2040. Donc forcément, ça nécessite des augmentations, mais à certains endroits. C'est pour ça que j'ai mis la carte des projets sur la gauche. C'est forcément plus concentré dans certains quartiers de gare que dans d'autres. Et puis à l'inverse, toute la question de la baisse de consommation, de la sobriété, qui est liée à la fois, je dirais, aux équipements électroménagers, parce que ce n'est pas uniquement aussi nos consommations qui baissent, c'est aussi l'évolution qui fait qu'on a ces consommations moindres. Et puis des consommations, on le fait tous, en tout cas voilà, moins de bains, moins sur les chasses, de la double chasse d'eau. Et donc on a comme ça fait des projections qui montrent que dans les tendances passées, on peut avoir moins 0,5, moins 1% de consommation finalement au global, qui peut aussi compenser ces augmentations. Et donc jusqu'où on va, et donc ces nouveaux équilibres qu'il est nécessaire d'installer et de travailler à la fois globalement et dans les quartiers. Et juste pour finir, c'est évidemment la question, souligner la question des améliorations qui ont été liées au plan baignade, qui profitent à la fois, et je crois que donc, plusieurs l'ont dit, sur la question de l'amélioration de la qualité des milieux. L'agence de l'eau y est sensible, la MGP, le SIAP. Là, on a mis justement l'augmentation des espèces de poissons, c'est des statistiques du SIAP qui font que, donc là, par exemple, l'année dernière, on a une naissance de plus. Je crois que c'est une gobie à tache noire. Et ça profite également à la question justement de la qualité résidentielle. Donc on voit que ce projet, il a permis aussi d'évoluer, d'avoir cette vision d'ensemble, tant sur la question des réseaux, les mauvais branchements qui ont été diminués, la question de diminution par la perméabilité des sols, par des zones de stockage, pour éviter les déversoirs d'orage qui sont en scène. Et donc on voit bien qu'on a ce lien entre la ville et la question de l'eau qui est vraiment en train d'évoluer au profit de l'ensemble du vivant. Merci infiniment pour cet éclairage. Y a-t-il des questions avant que nous allions boire un café et que nous passions à la seconde table ronde? Oui, monsieur. Sur les écluses, les conséquences de tout ça sur la gestion des écluses. Peut-être qu'on va vous donner un micro. Oui. Quelles contraintes avez-vous pour jouer sur les écluses existantes sur la Seine, ou peut-être des écluses qui seraient à fabriquer en allant jusqu'à la mer? Qui veut répondre? Alors, c'est intéressant de parler finalement du niveau d'eau pour la navigation. Parce qu'en fait, on est souvent entre VNF et Seine-Grand-Lac, on ne comprend pas toujours. En fait, effectivement, nous, Seine-Grand-Lac, grâce au Grand Lac, on gère donc le débit. Et ensuite, il y a des barrages dans ce que vous appelez des écluses, je pense que c'est les barrages, les différents barrages qui vont réguler le niveau pour la navigation. Évidemment, on travaille en complète coordination, mais c'est effectivement pas le même métier. La navigation étant un usage, ça c'est à rappeler,
C'est-à-dire que quand il va y avoir beaucoup trop d'eau, à un moment, stop, parce que les bateaux passent plus sous les ponts. Vous avez vu Teddy Riner, il avait du mal à passer pendant la cérémonie d'ouverture, mais c'est pas à cause de nous. En tous les cas, on a tout fait pour retenir l'eau pour qu'il puisse passer. Mais la réalité, c'est que effectivement, aujourd'hui, les ouvrages tels qu'ils sont existants, on les modélise dans nos modèles pour comprendre comment, et eux-mêmes, VNF modélise finalement nos grands lacs et la gestion des flux par rapport à leur niveau. Aujourd'hui, c'est effectivement par rapport à un usage. Donc, potentiellement, on va dire, quand c'est sur les grands cours d'eau, c'est de la navigation. En revanche, sur les petits cours d'eau, et ça c'est vraiment important, et je vais laisser Claire vous le dire, et on parlait de écologie de la Seine, mais on parle écologie de l'ensemble des cours d'eau, et c'est quand même l'enjeu aujourd'hui. C'est pour être plus résilient, il faut que les cours d'eau... alors, c'est intéressant parce qu'on parlait, la Seine est plus libre, enfin, je ne sais pas comment trouver le terme, mais du coup, peut-être elle retrouve sa jeunesse avec justement une richesse écologique, mais elle en devient plus fragile. Mais elle en devient plus fragile à cause de nous, en fait. Donc voilà, donc il faut aussi que cette richesse qu'on a réussi avec beaucoup d'efforts à retrouver, et là, en dehors des ouvrages de la navigation sur les grands cours d'eau, il y a beaucoup de déversoirs anciens qui sont liés aux moulins, par exemple, à certains usages anciens sur lesquels il y a une loi, donc je vais laisser Claire expliquer, qui permet de retrouver la continuité écologique des cours d'eau. Donc là, on n'est plus dans l'écluse de la navigation, mais on est sur des déversoirs. Oui, rapidement, deux aspects liés à cela. Et effectivement, nous, le Seine-Grand-Lac gère la quantité. Nous, on est très sensible au niveau, puisqu'en fait, on a tout un tas de procédures. Quand l'eau monte et qu'on voit qu'on est face à une inondation, le niveau d'eau est notre indicateur il faut aller poser ce qu'on appelle les bâtards d'eau, qui sont ces planches ou ces équipements que l'on vient mettre dans les ouvertures des digues, puisqu'il faut bien qu'on puisse aller du milieu urbain à la rivière. Donc, nos digues ont des ouvertures. Il faut savoir que sur la métropole, c'est plus de 800 ouvertures. Donc, quand l'eau monte, il va falloir progressivement fermer toutes ces ouvertures pour éviter que l'eau ne pénètre dans la ville. Donc nous, ce niveau, il est très important, d'où la relation avec Voies navigables de France, pour être sûr que le niveau qui leur est nécessaire et pour la navigation et puis parfois pour des interventions d'entretien sur leurs barrages et leurs écluses sont compatibles. En tout cas, on est informé pour ne pas déclencher à tort des réactions. Sur les petits cours d'eau, comme le disait Emmanuel, on a aussi des ouvrages, on a ce qu'on appelle des seuils, donc des espèces d'escaliers, et puis on peut avoir des dérivations pour d'autres usages. Et les textes nous enjoignent à supprimer cet ensemble d'équipements qui rompt la continuité écologique d'un cours d'eau. C'est la continuité écologique, c'est non seulement les poissons, mais c'est les sédiments, parce qu'une rivière, elle est vivante. Les rivières, ça forme leur dynamisme, c'est lié aussi au transport de matière. Donc on doit aussi s'attacher à réfléchir à tous ces équipements qui sont liés à des usages, qui créent des paysages. Donc il y a vraiment toute une question, c'est pas si simple de parvenir à rétablir cette continuité écologique. Oui, un mot pour dire que ne pas négliger également la capacité des barrages à réoxygéner la rivière. C'est très important. À chaque fois que la rivière passe par un barrage, eh bien, il y a des chutes, on réoxygène la rivière et dans les moments compliqués, c'est très utile. Enfin, je réappuie la question du génie écologique et puis des continuités écologiques et finalement de se poser la question des fonctionnalités écologiques. Parce qu'aujourd'hui, notre trajectoire, c'est quoi? On s'est dit, on améliore la qualité et ce faisant, on va retrouver une belle biodiversité. Ça a été le cas, on le voit aujourd'hui. Si on veut poursuivre cette trajectoire, il faut tous qu'on ait conscience que le levier qualité, aujourd'hui, il arrive à où? Alors, on en parlera tout à l'heure, on va continuer, on va progresser, mais aujourd'hui, l'essentiel du chemin a été fait en termes de qualité, notamment en termes de qualité physico-chimique. Et donc, si on veut avoir une biodiversité, il faut se poser les bonnes questions, des frayères, des zones de repos, des zones refuge, etc. Oui, je voudrais
rappeler qu'on redécouvre des évidences en ce qui concerne le type de consommation. En 1889, mon arrière-grand-père, lorsqu'il a construit un immeuble dans le quartier, il avait 2 fournisseurs d'eau, un pour l'eau brute et l'autre pour l'eau de consommation humaine. Et le système est resté dans les murs pendant très longtemps, mais avec un seul fournisseur désormais. Est-il envisageable de créer aujourd'hui un ou deux ou plusieurs nouveaux grands lacs? Et deuxièmement, avec les lacs existants, est-il possible d'augmenter leur capacité? Ouais. Alors, c'est effectivement dans le cadre de cette mission d'ingénierie et d'expertise, l'enjeu c'est de se dire, voilà, on est protégé jusqu'à un certain niveau avec les 4 grands lacs. Là, je parle vraiment pour le risque inondation. Et on a construit le casier pilote Seine-Bassée, qui s'appelle casier pilote parce que justement, l'idée, c'était de le construire, de l'évaluer et de voir si on continuait le programme qui était initialement prévu, puisqu'il y en avait 9. Et l'enjeu, c'était aujourd'hui, effectivement, les grands lacs, globalement, pour une grosse crue, réduisent environ de 70 cm l'impact de cette crue à Paris. Le casier pilote rajoute 15 cm. Si on rajoute les autres casiers, on arrivait vers 45-50 cm. Aujourd'hui, la décision n'est pas prise, clairement, de poursuivre ce programme. En revanche, dans le cadre du PAPI, du programme d'action de prévention des inondations de Seine-et-Marne francilienne, qui justement balaie en fait toute une stratégie globale qu'on a finalement de réduction de la vulnérabilité de ce territoire de l'Île-de-France, on se pose la question de dire, voilà, on en est là, on a atteint cette première marche, on va dire. Est-ce qu'on continue à protéger, à faire des ouvrages structurants, qui sont des ouvrages en termes d'investissement et de fonctionnement qui sont quand même lourds. Et contrairement en plus aux grands lacs qui ont une double fonction, l'ouvrage du casier pilote de la Bassée n'a qu'une fonction. Or, je vous disais quand même dans mon discours précédent qu'aujourd'hui, on essaie de s'orienter beaucoup plus sur des solutions fondées sur la nature et des solutions multifonctionnelles. Donc, quand je dis ça, c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'en fait, avec tous les maîtres d'ouvrage, surtout le Seine-Amont, dans le cadre des autres programmes d'action de prévention des inondations, avec les acteurs GEMAPIens, on a développé un outil à cette échelle et ensuite on travaille avec chaque GEMAPien par rapport à leur connaissance précise de modélisation de leur cours d'eau. On a développé un outil qui permet d'identifier les zones d'expansion de crues, aussi bien naturelles que artificielles. Artificielles, ça veut dire sur-inondation. Ça veut dire ouvrage en fait, qui pousse à stocker. Comme le casier pilote de la Bassée, on pompe la Seine et on remplit un espace endigué. Et en fait, là, on a commencé à identifier quelques pistes sur l'Aube, sur la Seine, sur la Marne. Mais aujourd'hui, c'est que des pistes. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, potentiellement, à cet endroit-là, il y aurait du sens. Mais c'est beaucoup des ouvrages qui, en plus de ralentir la crue, ça a vraiment du sens de ralentir la crue, mais pas partout. Parce que, en fonction de ce qu'on appelle, nous, l'horloge des crues, ce n'est pas toujours pertinent. Mais aussi pourrait avoir, par exemple, encore un intérêt de protéger telle ville, même si elle est, notamment à Laval, en fait, où, par exemple, on s'était posé la question sur le Loing ou sur les Deux Morins, où il y a une vraie problématique aujourd'hui de risque inondation. On se pose la question de faire ce type d'ouvrage. Je pourrais revenir dans 3 ans, peut-être. Du coup, j'aurai peut-être la réponse. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas du tout une piste qui est abandonnée. C'est une piste encore très sérieuse. Oui. La Seine en partage et ses affluents associations de communes, et nous travaillons aussi bien pour accompagner les communes dans la redécouverte de leurs fleuves et de leurs rives, mais aussi beaucoup sur la sensibilisation. Merci
à la métropole du Grand Paris et au CIEP de nous soutenir dans ces actions. On a travaillé avec les deux sur des opérations de sensibilisation. C'est bien d'avoir séparé la quantité et la qualité, parce que le grand public aujourd'hui est très focalisé sur la qualité de l'eau, alors à la mode, la baignade, les Jeux Olympiques, etc. Mais la quantité, on va peut-être découvrir, et tu l'as dit un peu Vincent, on va peut-être découvrir que ça va devenir plus important et plus grave que les problèmes de qualité. Et en l'occurrence, sur la quantité, j'ai envie de dire deux choses. C'est quelle campagne de sensibilisation et comment est-ce qu'on va demain montrer au public, je vis sur un bateau, je vous rassure, je me douche tous les jours, je profite très bien de l'eau et je consomme entre 2 à 5 fois moins d'eau que vous tous. Pas par militantisme, sans aucune contrainte. C'est possible, il y a un vrai souci de sensibilisation. Et puisque vous parliez avec la pure d'urbanisme tout à l'heure, c'est quel urbanisme demain, quel agrément d'équipement au robinetterie haute. C'est des choses que politiquement il faut mettre en place aujourd'hui pour que demain, effectivement, donc s'il y a une réponse sur ce sujet-là, c'est... Bonjour, Virginie Sachs, je dirige une société de conseil sur la réindustrialisation et justement sur le sujet d'acceptabilité et de responsabilité territoriale des entreprises. Donc, ma question est très liée à la vôtre. Je suis tout à fait d'accord, il y a des enjeux de sensibilisation, en fait, d'acceptabilité sur plein de sujets. On le voit sur l'industrie, on le voit sur l'énergie, on le voit sur l'eau, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment faire pour faire en sorte que le grand public, les citoyens acceptent en effet les changements, j'ai envie de dire, d'identité de leur territoire, quand bien même ce serait plutôt positif parce qu'on fait revenir une rivière, mais les changements dans leur quotidien, et comment faire pour que les entreprises elles-mêmes acceptent des contraintes supplémentaires, parce qu'il en va aussi de leur pérennité, mais on voit que sur divers enjeux, c'est difficile. Peut-être en un mot, on parle de sensibilisation. Parfois, j'aime bien employer le mot d'interpellation. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, et nous, c'est très vrai pour nous qui sommes un épurateur, on dépollue, on ne pollue pas, et pour autant, on est très souvent stigmatisé parce qu'on rejette des médicaments, ceci, cela. Bon. Et moi, je commence toujours par dire, mais si vous voulez, mais en tout cas, sachez que ce qu'on rejette, c'est vous qui le mettez. Moi, à la limite, vous pouvez simplement me reprocher de ne pas tout enlever. Point. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut sensibiliser, mais aussi expliquer. Expliquer que ce qu'on trouve dans l'environnement, dans le petit cycle de l'eau, dans le grand cycle de l'eau, c'est ce qu'on veut bien y mettre. Donc, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes tous des acteurs. Voilà. Moi, vous, nous tous. Voilà. Donc, par notre manière de consommer, par notre manière de vivre. Voilà. Et je pense que ça, et nous les premiers, on a une posture très défensive. Dès qu'on voit un sujet arriver dans les médias, PFOS, PFAS, etc., qu'est-ce qu'on va dire, etc., est-ce qu'on a des données, comment on peut dire que ce n'est pas nous le problème, etc. Non, il faut qu'on arrive à changer notre manière de communiquer, d'avoir une manière de communiquer beaucoup plus assumée, voilà, dire oui, il y a un sujet, le sujet il est complexe, on en fait certainement partie, l'eau potable aussi, les autres aussi, mais vous aussi, en tout cas potentiellement. Oui, sur ces questions de... comment s'adapter un petit peu, ou comment accepter qu'il faut s'adapter. Moi, j'aime bien, mais parce que c'est ma formation, en revenir à la nature. Hein. Regardez aujourd'hui, les coraux meurent là, renaissent là, les moustiques tigres sont plus là, ils sont ici. En fait, l'adaptation, c'est le mouvement. La nature, elle s'adapte en se déplaçant, en suivant ses habitudes. Alors nous, l'homo sapiens sapiens urbain, il a fait le choix de s'installer et de rester. En fait, on peut se dire comment faire pour accepter le changement, mais de toute façon, le changement, il n'attendra pas votre acceptation. Donc il y a quelque chose où, et là c'est là où je rejoins tout à fait M. Rocher, c'est à nous de transmettre, de sensibiliser, de faire la responsabilité, en effet, sociétale, les organisations, du dialogue dans nos territoires, d'expliquer pourquoi il faut changer, pourquoi les choses... on voit bien que si on ne fait rien... la nature ne nous attendra pas. Elle n'attendra pas qu'on soit prête. Donc de toute façon, les changements, on peut se dire qu'ils vont être pénibles, ils vont être durs, ils vont être compliqués, certainement, mais ils sont de toute façon obligatoires. Ce n'est pas vraiment une question qui nous est posée. Mais ça n'empêche pas qu'il faut évidemment beaucoup communiquer, accompagner, expliciter. Oui, il y a une première, je crois, étape, c'est de faire
connaître et comprendre. Et on s'aperçoit, et moi je suis toujours étonnée, qu'en fait il y a encore énormément de gens qui ne savent pas qu'ils boivent, que l'eau du robinet elle peut venir de la rivière qui coule à côté de chez eux, de lire un paysage, comprendre que si on met l'eau en haut alors qu'elle avait une cuvette où elle devait s'écouler en bas, c'est normal qu'à un moment donné l'eau elle se retrouvait en bas, que l'eau. Donc pour moi il y a tout un tas de choses qui nous semblent évidentes mais qui ne sont plus comprises, qui sont nécessaires. Donc je crois qu'il y a évidemment dans l'enseignement, j'ai découvert avec horreur il y a peu qu'il y a quasiment plus d'enseignement du vivant dans l'enseignement. Donc si on ne comprend pas le vivant, il y a tout un tas d'éléments qui nous échappent. La lecture d'un paysage et du coup des choses que l'on fait et qui sont assez productifs parce qu'on sent bien qu'on apporte, qu'il y a un échange et qu'il y a une compréhension. C'est souvent des balades urbaines ou des balades de paysage. Et là, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous voyez ? Sentez le paysage. Et aussi l'art et la culture qui viennent se mêler à ça pour essayer de faire ressentir les choses. Mais je crois qu'on a encore tout un travail pour trouver, selon les endroits, selon les thématiques, la manière de faire comprendre, accepter et puis d'orienter vers une transition et une adaptation. Merci infiniment de terminer par l'art et la culture. On peut vous applaudir. Merci à tous. On se retrouve pour une courte pause et pour poursuivre les échanges. Et puis on se retrouve juste après, cette fois-ci pour les défis de la qualité. Dans une quinzaine de minutes. Notez dès à présent la date du 7 octobre pour la prochaine matinée sur la mobilité et la logistique.